Comment en fait on se libère de son employeur? La rupture conventionnelle. Là, il y a un tabou, il y a des erreurs qui peuvent être fatales. Qu'est-ce qui se passe? On se prend un refus, on se retrouve au placard et là c'est terminé. Il y en a qui chialent, il y en a qui tapent sur la table, hein, comme moi. Nous, les personnes qui veulent faire cracher leur employeur, désolé, circulez. J'ai très rarement des personnes qui m'appellent pour me dire bah je veux aller me dorer la pilule en Thaïlande. Et donc si vous ne mettez pas le rythme, bah, il se passera rien, hein, tout dépend de vous. Bienvenue sur Objectif Reconversion. Dans ce nouvel épisode, produit par le Studio 29, je reçois François Roche, cofondateur de Rupture Pro. Après avoir accompagné plus de 250 salariés dans leur changement de vie, il va te donner toutes les informations essentielles sur un moment clé de la reconversion professionnelle, la rupture conventionnelle. Prends un cahier, un stylo, pour ne rien oublier de cet épisode. Bon visionnage et bonne écoute. Bonjour François, Salut Julien. bienvenue dans mon podcast Objectif Reconversion. Ce que je te propose, comme pour tous les invités, l'idée c'est que tu te présentes rapidement, que tu puisses nous dire pour ceux qui ne te connaissent pas qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Ok. Bah, moi, c'est François, je suis ravi d'être ici. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'aide les cadres à négocier leur départ, à négocier une rupture conventionnelle avec leur employeur. Justement, je voulais absolument, dans cette nouvelle saison d'Objectif Reconversion, où on parle de reconversion professionnelle, beaucoup, il y a un point qui revient à chaque fois, justement, c'est la rupture conventionnelle. Et je voulais absolument avoir un expert dans cette nouvelle saison. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, que j'ai décidé de t'inviter. Ce que je te propose, on va repartir quand même en arrière, comme tous mes invités. Et on va un peu comprendre ton parcours. Et donc, aujourd'hui, quel a été ton parcours d'un point de vue scolaire et sur la suite de ton parcours? Ok. Alors, bon, bah, on a monté ça MyWay ou rupturepro.com maintenant avec le rebranding récemment. Plus simple, rupture professionnelle. Bon, moi j'ai un parcours assez classique, prépa, et ensuite c'est là où à la fin de l'école de commerce, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, on fait une école de management, mais on fait pas de management, donc tiens, c'est bizarre, je vais aller voir du côté de l'armée, si là où on fait du commandement. Alors je me dis commandement, ça ressemble au management, on va aller voir ça. Et du coup, j'ai terminé mon stage de fin d'études à l'armée, dans l'armée de terre. Et puis ensuite, j'ai enchaîné réserviste là-bas. Ce qui m'a permis de commencer ma carrière à moitié pro et à moitié, du coup, dans la réserve. Bref, l'armée amène une chose qui vient beaucoup dans l'armée, c'est-à-dire les missions en Afrique. Et moi, je me suis dit, tiens, si j'allais bosser en Afrique. Donc, je suis parti au Cameroun. Et j'ai bossé dans différentes boîtes donc, en Afrique, donc au Cameroun, ensuite au Gabon. Et c'est au Gabon que j'ai rencontré mon associé, Amalric, qui était lui du coup au siège à Marseille, un grand groupe français de logistique, donc on ne citera pas ici, mais qui n'est pas très fan des ruptures conventionnelles, comme beaucoup de grands groupes. Et en fait, on s'est mis à discuter, le courant a bien passé, lui il était venu pour 4 jours, et on disait tiens, il y a un truc, on ne va pas rester salarié toute notre vie, c'est intéressant, on apprend des choses, mais à un moment, il faudra qu'on se mette à notre compte. Et on se dit, il y a un truc, la reconversion en ce moment, enfin, là, on est autour de 2018, 2019, et on se dit, il y a un truc qui se passe, les gens, ils veulent passer à autre chose. Et puis, moi, je finis ma mission au Gabon, je rentre à Marseille, on bosse au siège ensemble, machin, on continue à discuter, puis chemin faisant, moi, je repars en mission en Centrafrique cette fois, donc un peu plus, mais cette fois dans une mission diplomatique, dans une autre boîte. Malric lui continue à Marseille, et puis on se dit, l'idée continue à trotter. On se dit, on va faire un truc autour de la reconversion, aider les personnes qui veulent se reconvertir à toucher du doigt ce qu'elles font. Mais ouais. Juste pour Vas-y, préciser, ouais. quand toi tu décides justement, et vous en discutez beaucoup, visiblement très rapidement, de la reconversion professionnelle, est-ce que vous identifiez un besoin chez les gens? Est-ce que vous, autour de vous, vous avez senti un besoin? Ou vraiment c'est un... Le besoin qu'on a identifié, c'était déjà dans un premier temps que de dire, tiens, merde, les mecs, ils partent dans des reconversions billes en tête. Et en discutant avec des personnes qui sont reconverties, par exemple, un mec était boucher, il est parti, il travaillait chez Pepsi avant, il arrive, il fait son diplôme de boucher, il est content. Et là, il ouvre sa boucherie, il fait merde. Et là il est là à dire, je vous en mets combien, tu vois. Et là, il se dit, en fait, c'est pas ça que je veux faire. Et les gens partent billes en tête dans la reconversion sur des formations, alors qu'ils n'ont pas testé le métier à l'origine. On est parti sur cette idée-là qu'il faut tester le métier. Bref, super idée, mais personne ne veut payer pour ça. Et puis en discutant avec plein de reconvertis, on se rend compte que le point commun, qui a été le cas pour nous, qui a été le cas pour eux, c'était comment en fait on se libère de son employeur, comment on sort de ce statut de salarié pour pas forcément se reconvertir totalement. On peut faire une formation, on peut faire une reprise d'études, on peut se mettre à son compte ou être en freelance, mais et là on se dit tiens, c'est la rupture conventionnelle. Là, il y a un tabou, les entreprises ne veulent pas. On comprend bien, d'un côté, on a des employés qui veulent
avoir un filet de sécurité financier pour se laisser le temps de trouver ce qu'ils veulent faire et trouver le bon métier qui leur va. La sérénité aussi de se dire, bah oui, souvent ils ont des crédits, ils ont des familles, ça arrive à un âge où bah, c'est pas aussi simple, on peut pas se dire on donne un coup de barre à droite ou à gauche, il y a un conjoint qui suit, il faut payer des factures, tout ça. Et de l'autre côté, on a des employeurs qui en ce moment ont quand même du mal à recruter, qui veulent garder leur talent, on voit tous les trucs, Great Place to Work, tout ça, la rétention et tout. Bon, finalement, c'est des barrières à la sortie, hein. Ouais, bien Alors, sûr. soit avec des cacahuètes et des trucs, bah là, on va donner un peu plus de bonus, on va donner, qu'est-ce qu'on me disait là ce week-end, un sac Patagonia. Ils m'ont donné un sac Patagonia, mais bon, bref, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et, mais bon, avec un truc à 100 balles, on arrive à garder les mecs, tu vois. Ouais. Donc, comme quoi, ça coûte pas cher. Et donc les entreprises mettent des barrières à la sortie, et notamment, bah, la barrière dure, c'est de dire, On c'est bloque. pas la politique de la boîte, on fait pas de rupture conventionnelle, tu vois. Mm. Mais bah voilà, donc on s'est rendu compte que c'était ça le souci. Et nous, donc nous-mêmes, bah, on avait fallu passer par là, c'est pas simple. Amalric dans un grand groupe, moi dans une mission diplomatique, deux sujets un peu différents, moi, du coup avec des fonctionnaires, lui plus avec du coup des cadres, avec tous ces échelons et tout ça. Et on se rend compte que, à ce moment-là, on se rend compte que ouais, c'est pas facile, qu'on tâtonne, qu'il y a des erreurs qui peuvent être fatales, et après, bah, qu'est-ce qui se passe? On se prend un refus, on se retrouve au placard, et là, c'est terminé. Donc, il y a une approche. Donc, on le fait de manière empirique sur nous, ça marche pour nous, on dit tiens, ok, on va commencer à aider des proches. Ah, bah, Alric, il a aidé son épouse. Moi, je l'ai fait avec mon frère. Tiens, je dis tiens, ça marche aussi. Et là, Euh, lorsque vous le faites, hmm. vous mettez en place déjà des process, vous rédigez un peu votre On manière de commence à fonctionner. comprendre des choses. On commence à comprendre que, ok, la rupture conventionnelle, c'est un commun accord, ok. C'est pas, je peux rien imposer à mon employeur. Je peux pas dire mon coco signe là parce que je me mets en arrêt. Ça marche pas en fait. Mm. Les gens font ça, mais en fait ils s'en foutent. Quand on est en arrêt, les mecs, bah, ils se disent bah, déjà c'est l'assurance maladie qui paye, la prévoyance. L'employeur il se débrouille. Alors ça l'embête un peu parce qu'il faut remplacer tout ça, mais finalement il arrive à faire ça, hein. Et donc on se dit, ok, il faut aller chercher ce commun accord. Donc comment on fait? Nous, on veut partir. Et de l'autre côté, il faut que ce soit l'employeur qui prenne la décision de dire, ok, banco, on se sépare. Là, on commence à comprendre ça. Donc, il faut amener l'employeur, un peu par la pédagogie, par la psychologie, à dire, ok, ben, en fait, ça ne fonctionne pas et il faudrait qu'on se sépare. Donc, on essaie des techniques, on essaie avec nos propres employeurs, on essaie ça avec nos proches. Après, on fait ça de proche en proche. Ok. On va chercher des amis d'amis, ça marche aussi. On se dit, ok, après, on essaye sur différents profils et tout. On se rend compte que, bah, par exemple, les fonctionnaires, bah non, c'est pas que ça marche pas, c'est que c'est très long et c'est surtout très récent pour eux. Donc, il y a beaucoup d'administrations qui sont pas encore au fait que oui, ça existe. Et dans l'éducation nationale, terminé, ils veulent Mm. plus, ils ont du mal à recruter. Donc nous, on fait plus. Et voilà. Et là, on se dit, bah tiens, on a un début de méthode, ça fonctionne. Pourquoi pas vivre de ça et lancer notre boîte là-dessus. Et on commence à avoir nos premiers clients, ça marche. Et puis, bah, depuis, on a aidé plus de 250 cadres à sortir de leur boîte avec une rupture conventionnelle ou transactionnelle, hein. Enfin, tu sais, il y a plusieurs outils de séparation, on y reviendra peut-être. Ouais, tout à fait. Et, c'est important ce que tu dis parce que Mm, c'est vrai qu'il y a un tabou autour de la rupture mm, conventionnelle, tant du côté employeur, mm, alors que ça a été très utilisé dernièrement quand même, parce que c'est un outil qui était mm, magnifique pour pouvoir baisser les charges d'une société, etc. Et de l'autre côté, moi je reçois beaucoup d'entrepreneurs, c'est vrai, ils ont ce côté un peu je profite d'un mm, système ou je profite de quelque chose, je vais toucher le pôle emploi et donc j'en profite, mm, mais pas avec le côté bénéfique où je vais construire un projet, non, avec le côté en gros on me donne de l'argent sans que je fasse mm, rien d'un point de vue métier. Euh, quel- Comment toi tu t'es positionné tout de suite par rapport à ça? mm, Parce que tu devais avoir des gens en face de toi qui étaient peut-être déjà prêts au fait de la rupture conventionnelle ou alors pas du tout, qui étaient mm, peut-être juste en train de te demander des informations sur savoir comment je quitte finalement mon métier mm. parce que je ne suis pas épanoui ou j'ai un autre projet. En fait, il y a plein de choses là-dedans, dans ce que tu dis. Il y a déjà le fait d'assumer. D'accord. Nous, on s'assure, on a un parcours qui est sélectif. Donc, on s'assure que les personnes assument le fait que bah, ils vont aller demander des indemnités à leur employeur, qu'ils vont bénéficier de l'assurance chômage pour lequel ils ont cotisé. Alors, système de solidarité ou de redistribution, peu importe. Dans la réalité, ça fonctionne comme ça. Et bah, il y a quelqu'un qui me disait une formule très jolie la semaine dernière. Il me disait c'est le premier acte de naissance entrepreneuriale. Et dire mais comment tu veux pouvoir convaincre tes premiers clients, aller chercher ton financement si tu arrives déjà à convaincre ton employeur de Mm. négocier ton départ. Enfin, bah, si tu n'arrives pas à avoir ta rupture co, tu n'arriveras pas à monter ta boîte. Fin. Mm. Donc il faut déjà se lancer dans ce premier petit game là de négociation. Ensuite,
Moi, comme on est sélectif, j'ai très rarement des personnes qui m'appellent pour me dire, bah, je veux aller me dorer la pilule en Thaïlande. Franchement, maintenant ça fait 3 ans qu'on fait ça, j'en ai eu 2. Mmh. Et ben en fait, passe pas les 10 premières minutes. Parce que derrière, moi, je peux pas me permettre de me dire, je prends des mecs qui vont aller rien foutre et profiter du système. Le but, c'est quand même derrière de monter des boîtes, se remettre dans des postes où on est bien et on reste longtemps, donc on cotise, donc on participe au système et de se dire que bah, on crée de la valeur. Et tu vois, bah, comme toi, après t'embauches, tu crées de l'emploi et c'est le fameux Pôle emploi premier business angel de France, là, comme on entend souvent. Oui, mais enfin, Mm, pour moi, c'est très juste et c'est quelque chose qui nous permet de vite pouvoir se propulser et surtout de se mm, concentrer sur son business. Un mm, business, on a besoin de temps de toute façon pour le mettre en place et on a quand même besoin mm, d'argent pour vivre tous les jours. Donc, c'est cette transition qui se permet. Comment vous faites justement cette sélection? Comment tu mm, décèles quelqu'un qui a un bon profil, pas un bon profil? Tout à l'heure, tu mm, parlais de fonctionnaire qui était peut-être une niche un peu mm, plus compliquée. mm, Comment tu arrives à déceler et quelles caractéristiques tu cherches finalement chez ton client ou chez ton contact mm. où tu te dis on va pouvoir construire quelque chose ensemble et on pourra avancer ensemble sur ce projet-là? Donc mon profil, comment on sélectionne le profil? Bon, déjà très simple, il faut un certain, on va dire, retour sur investissement. D'accord? S'ils rentrent dans notre parcours, c'est que tout est une question d'enjeu. Il y a des gens qui peuvent le faire seuls parce que finalement, ils ne vont pas chercher grand-chose en termes d'indemnité de départ, en termes d'assurance chômage. Donc, ben, eux, on leur conseille plutôt d'aller seuls et on les renvoie vers notre chaîne YouTube où on donne plein de conseils. Ok. Pour les personnes pour lesquelles il y a un gros enjeu, on va avoir, je sais pas, 5, 10, 20 ans ou même plus hein, d'ancienneté, que derrière, ils vont sur un projet où c'est pas encore quelque chose qui va fonctionner, il va falloir peut-être 18 mois, 20 ans, ou qui sont seniors, on va plutôt choisir ce type de profil-là. Parce qu'on sait que ça fonctionne, aussi parce qu'ils ont du poids dans l'entreprise. Une personne qui est facilement remplaçable pour l'employeur va être une personne pour qui ça va être difficile de le sortir parce que l'employeur va se dire, mais en fait, si tu veux partir, la porte est grande ouverte. Ouais. On va pas prendre les gens aussi qui ont eu un refus. On est ferme et définitif là-dessus. C'est trop facile. Vous venez nous voir, on me dit, je vais essayer, puis si j'ai un refus, je viens vous voir. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut poser les conditions, on fait tout un travail de préparation avant même le premier rendez-vous avec l'employeur. Donc, soit vous le faites les choses bien avec nous, soit vous le faites par vous-même, mais il faut choisir. Et si vous le faites par vous-même, vous acceptez que c'est la vie, c'est comme ça, bah, ça n'a pas marché, tant pis. Hmm. Ça, c'est la vraie décision qu'ils doivent prendre. C'est pas de savoir s'ils veulent bosser avec nous ou avec quelqu'un d'autre, hein, finalement. Justement, c'est important ce que tu dis parce que dans la méthode, ou en tout Mm, cas même dans une rupture conventionnelle, même si on passe pas mm, forcément par vous, vous allez offrir justement ce cadre de la mm, rupture conventionnelle et ce process, mm. puisqu'en fait ça se prépare, tout Ça se simplement. prépare. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation. On a vraiment une phase de préparation amont où on est sûr que les personnes elles rentrent, elles passent une batterie de questions, on fait un bilan, nous on les challenge, elles ont les premiers éléments de langage, ok, ça devient clair. Avec ces éléments de langage, on les compile avec notre script, les deux se marient, donc on a un script qu'on a appelé irrésistible et irréfutable, les deux ensemble font que la personne s'approprie le script, ensuite on les fait jouer, on fait des roleplays, souvent, toutes les semaines, donc soit en atelier collectif, soit en solo, les deux, parce qu'en fait, il y a un intérêt. En collectif, on a aussi le côté, ça fait monter la pression, et les autres qui regardent, donc on est plus près de la réalité. En solo, on va corriger des défauts de posture, des choses où on se dire, ah, attends, arrête-toi, là, ok, ça c'est bien, là, juste, silence, fais-le un peu plus comme ça, ok, il reprend. En fait, on n'a pas besoin de faire des roleplays très longs. Les jeux de rôle, on les fait assez courts parce qu'en fait, on va corriger des défauts de posture. Tu vois, un petit peu, tu as peut-être ça aussi dans la vente, dans l'immobilier et tout. Ça va être intéressant de se dire, ok, la personne a la bonne posture, elle a un script, et puis après, elle a notre stratégie de négociation qu'on a appelée asymétrique. Asymétrique, pourquoi il faut rappeler un truc. L'employeur et l'employé, il y a la main qui donne qui est toujours au-dessus de la main qui reçoit. On est d'accord. Donc, si on veut rééquilibrer le rapport de force, il faut avoir une stratégie de négociation asymétrique. C'est totalement différent de ce que tu vas avoir dans l'immobilier où tu as un acheteur et un vendeur. Logiquement, ils sont un peu sur le même pied d'égalité et c'est le prix, la variable d'ajustement. Là, l'employeur, s'il veut dire non, il peut refuser autant de fois qu'il veut. C'est pas je demande 3 fois et au bout d'un moment, il est obligé d'accepter. Ça n'existe pas, ça. Et je vois souvent ça dans les commentaires, c'est pour ça que j'en profite. Parce que c'est une idée reçue qui est très répandue et je crois qu'ils confondent avec le congé sabbatique. Oui, le congé sabbatique, si on le demande une fois, 2 fois, on a 6 mois entre chaque et là, il est obligé d'accepter. Mais c'est pas pareil, il faut des conditions, 5 ans, bref, c'est pas la même chose. Et là, on a 0, hein, le congé sabbatique, c'est pas pareil. Donc voilà, donc nous, on les structure, donc ils ont un script, ils ont un process et ils ont une stratégie. Et à partir de là, nous, on rentre en phase de pilotage où, en fait, chaque jour, on a des nouvelles de chacun de nos participants. Donc, on prend très peu de monde pour être sûr que, du coup, ils sortent rapidement. Tu vois, en moyenne, on dit 11 semaines. Ça, c'est notre calcul. Alors, il y a des personnes qui, bon, je t'ai dit, le record, Ouais. ça reste 48 heures, mais on va pas en parler.
Hein, parce que n'écoutez pas ça, C'est on trop sort tard, pas, tu l'as voilà, pas de donné. rupture conventionnelle en 48 heures. Mais bon, bref, donc ça, et donc en moyenne, voilà, on a des personnes qui sortent parfois en 3 semaines, 4 semaines, et puis voilà, en moyenne 11 semaines, et puis après, ça peut prendre un peu plus de temps. Là, on rentre dans une période assez favorable. Il faut se dire qu'il y a des fenêtres de tir dans l'année. Souvent, c'est les fins de trimestre et encore mieux les fins de semestre. Donc là, on va être à la charnière de l'été et c'est des périodes qui sont très intéressantes quand on veut se mettre en phase de négociation avec l'employeur parce que voilà, les budgets ont été consommés ou pas. Enfin, donc, nous, on va s'appuyer sur la sociologie des organisations, la façon dont sont prises des décisions et on se voit absolument comme une alternative au contentieux juridique, d'accord. Le but, c'est pas de faire évoluer la situation vers des prud'hommes. Mais sachant que si les choses évoluent vers ça, nous on travaille avec des avocats partenaires où en fait on a créé le dossier pour l'avocat, franchement c'est du billard après de passer après nous, pour eux il peut dérouler. Mais le but vraiment étant d'aller vite, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les prud'hommes, je regardais récemment, il y avait un article dans le Midi Libre qui disait qu'il y avait une chambre du coup des prud'hommes qui disait qui a mis 9 ans pour rendre un verdict. Donc c'est des tribunaux qui sont saturés, c'est très long. C'est pareil pour tout ce qui est inaptitude. Tu vas avoir maintenant des délais qui sont hyper allongés. Depuis quoi? L'abandon de poste, hein, on en parlait juste avant de Ouais. commencer. Depuis la fin de l'abandon de poste, ça a saturé qui? Ça a saturé les psys avec tout ce qui est tout ce qui est burn-out, arrêt maladie, arrêt de travail. De l'autre côté, ça a saturé la médecine du travail parce qu'ils se disent voilà, je vais aller chercher l'inaptitude, je vais rester en arrêt, là. Sauf que les médecins ils sont pas dupes, donc maintenant ils donnent plus d'inaptitude, ou ils vont donner des inaptitudes au poste, mais pas à l'entreprise, donc ça marche pas. Il y a une obligation de reclassement, ça peut durer des mois, voire des années. J'ai une personne qui m'a appelé récemment qui avait mis 3 ans en arrêt maladie. Ouais. Enfin, on s'en sort plus. Après, on est dans le statut de victime. On reverra nos auditeurs vers le triangle de Karpman, mais c'est le principe, c'est que si vous enfermez dans ce statut de victime, que vous êtes en burn-out, vous n'avez plus l'énergie pour aller affronter votre employeur, et malheureusement, la clé de votre porte de sortie, elle est là-bas. Il faut y retourner. On y reviendra juste après, puisque tu parles du triangle de Cartman. Mm. On l'a évoqué dans plein d'autres épisodes, notamment sur le bilan de compétences, pour le coup. Et on y reviendra juste après, parce qu'on fera ce parallèle entre les deux. Tu as évoqué quelque chose et qui est de plus en plus vrai et juste, c'est qu'il y a quand même un vrai regard au niveau maintenant de la rupture conventionnelle, même au niveau de l'État. On voit que les règles commence à se durcir, à se complexifier. On avait donc l'abandon de poste qui était possible jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Là, on voit qu'on est en train de discuter sur la durée maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et peut-être notre position aussi par rapport à d'autres pays où est-ce que nous, on se situe par rapport à ça? Alors, il y a une idée reçue qui est très répandue en France, c'est qu'on croit qu'on a une super protection sociale et une super assurance chômage. En fait, c'est pas vrai. On a des pays, je sais pas, on va prendre le Danemark ou même l'Allemagne, vont avoir des assurances chômage qui vont être plus efficientes. Parfois plus courtes, mais c'est pas la question. C'est que, en fait, on a, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Pissarides, qui était prix Nobel en 2010, qui a dit que pour avoir donc son prix Nobel, c'est le premier prix Nobel d'économie qui n'est pas un économiste, d'accord? Il est psychologue et il s'est rendu compte que pour avoir une assurance chômage qui fonctionne bien, il faut qu'elle soit forte, donc c'est-à-dire un haut niveau. Hein. En France, c'est que 57% de son salaire. Donc lui, il préconise 90, voire 100%. Il faut qu'elle soit courte, maximum 1 an, et puis qu'il n'y ait pas de délai de carence. En gros, il faut que tout soit rapide. Donc rapide, fort et Que ce soit et court. Avoir une vraie notion booster. En fait, c'est ça, et puis de se dire que, ok, j'ai le temps. Je suis pas, en fait, ça vient pas peser sur mon budget. J'ai le temps de choisir le métier qui me convient. Et donc derrière, si je choisis un métier qui me convient, ou je suis pas pressé par les entretiens d'embauche à me dire, je dois forcément prendre le premier job qui vient. Eh bien, du coup, je reste longtemps dans un poste et je me pérennise dans ma carrière, que ce soit à mon compte ou chez un futur employeur. Et c'est ça le principe du modèle. Et alors que là, en France, on a l'impression quand même que même s'il y a un peu un manque de lisibilité, hein, on va être très clair, d'après ce que fait le gouvernement, on ne sait pas trop en fait. Et même eux, est-ce qu'ils savent vraiment? Ils testent des choses. Et je pense que c'est pas inintelligent de tester des choses pour le coup. De dire, on essaye ça, si ça fonctionne, on en fait plus de ce qui fonctionne et moins de ce qui ne fonctionne pas. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est qu'ils bougent beaucoup. Souvent, là, on a réduit en fonction du nombre de chômeurs. Tu vois, quand on est en dessous des 9%, on perd 25% de la durée d'allocation. En dessous des 6,5, ils veulent faire encore une tranche. On laisse pas le temps au temps. Donc,
finalement on a une instabilité qu'on trouve souvent dans la fiscalité en France, là on la retrouve dans le modèle social. Ouais. Et avoir en plus d'une instabilité fiscale, avoir une instabilité sociale, c'est pas très bien quand on veut que les gens puissent avoir un marché du travail fluide et donc gagner plus, faire des choses qui les intéressent et éviter du coup les arrêts de travail, les burn-out. Est-ce que par rapport à ça, parce que tu le dis dans d'autres modèles justement très courts avec un Mm. effet un peu booster, est-ce qu'on n'a pas un problème justement de l'utilité de cette rupture conventionnelle? Mm. Justement, aujourd'hui, il peut y avoir des durées. Alors ça se réduit, mais il y avait des durées assez Mm. longues. Maintenant, on discute encore de réduire un peu cette durée, justement pour éviter je prends le temps de la réflexion et Mm. non pas justement j'ai cette notion tout de suite de me mettre en action, même dans un nouveau projet, mais de me mettre un sentiment d'action. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'objectif Mm. finalement de l'utilisation de cette rupture conventionnelle? En fait, il y a deux sujets. C'est-à-dire que quand on a souvent un projet de reconversion, mettons, on veut monter une boîte et tout, si on commence à monter sa boîte et qu'on est déjà en poste, il va y avoir plusieurs aspects, un peu en mode side project, donc on va s'y mettre un peu. Mais si on a des concurrents en face, ils vont s'y mettre à 100%, donc ils vont nous doubler. On va commencer à payer des charges et à faire tourner le moteur pour rien, parce qu'on n'a pas l'occasion d'engranger du résultat. Mais aussi, en faisant ça, on est sûr que ça commence à fonctionner, que ça vaut le coup de quitter son boulot à ce moment-là, et le jour où on a ces ruptures co et derrière, on a 18 mois devant soi sans se payer, ou 24 mois si on a plus de 53 ans, on va y aller plus franco, sans ce frein-là. Et ça, c'est vraiment toute la chance qu'on a en France, on l'a déjà dit, Mm. de pouvoir s'y mettre à fond et derrière créer de la valeur, faire fonctionner les choses, faire la startup nation du pauvre, c'est un peu ça, on va pas se mentir, sans Tout à aller fait. chercher des bourses et tout. Et de l'autre côté, moi, je vois des personnes qui se disent, moi, je sais pas encore trop ce que je veux faire. Tant que je suis coincé dans mon boulot, il faut que je bosse. Le week-end, je suis obligé de souffler. Le soir, j'arrive pas à me projeter. Donc, il faut d'abord que je sorte et puis je verrai bien ce que je fais après. En fait, c'est un peu pour moi, c'est vraiment l'œuf et la poule. Chacun a sa réponse. Ok. C'est pour ça que entre ce que nous on fait et le bilan de compétences, ça peut marcher dans les deux sens. On peut faire un bilan de compétences avant et dire, ok, maintenant je sais ce que je veux faire, il reste plus qu'à sortir et j'y vais à fond. Ou alors, je sors. Maintenant que je suis sorti, j'ai du temps. Je fais mon bilan de compétences en mode fast track. Super cool pour les bilans de compétences aussi parce que la plaie du bilan de compétences qui dure 4 mois, ça traîne, on voit pas les résultats, c'est flou. Franchement, c'est pas cool non plus. Donc pour les coachs en bilan de compétences, c'est super cool d'avoir des gens au taquet, ils ont fait je sais pas combien d'explorations, on revient, il y a de la matière, ils travaillent, ils font que ça et après on y va et ça dure 4 semaines. Tu vois. Ouais, Ouais. justement, parce que toi, tu arrives au. En fait, vous êtes quasiment en parallèle avec le bilan de compétences qui intervient Mm. beaucoup et qui est de Mm. plus en plus à la mode, j'ai envie de dire, Mm. parce qu'il prend d'autres formes. Aujourd'hui, Mm. il y a des formes digitales, il y a des formes plus directes aussi. Et on appelle toujours ça des bilans de compétences pour pour les Ouais. notions de CPF, Mm. mais la réalité, c'est ce qu'il y a à l'intérieur est un petit peu différent. Toi, tu n'as pas de principe clair entre justement ce moment où on démarre par Mm. la lecture conventionnelle, on essaye justement d'être libre, de Mm. ne plus être pollué un peu psychologiquement par son travail et donc de faire un truc un peu plus personnalisé, enfin qui pourrait Moi, être un je peu plus libre. préfère, personnellement, si tu veux ma réponse, je préfère quelqu'un qui a son projet parce que pour une question de motivation. C'est-à-dire qu'il sait pourquoi il fait ça, il sait pourquoi il veut sortir et en face, l'employeur ne va pas faire de cadeau. Mm. Donc, on va pas se mentir. Quand on n'a pas de projet ou qu'on est un peu vacillant, c'est difficile de se dire je veux sortir, pourquoi? Pour retrouver ma liberté, mais c'est un peu flou, tu vois. Alors que dire ok, j'ai mon local qui m'attend, je l'ai trouvé, il faut que je me lance. Mm. Ou il y a un mec, je sais plus, il voulait ouvrir une poissonnerie là à Marseille, il me disait voilà, moi la poissonnerie, j'avais pris le bail, Ouais, j'étais prêt. elle ouvre le machin, donc il se donne. Et il se passera rien. Et s'il y a un truc que vous devez retenir par rapport à la rupture conventionnelle, c'est que l'employeur n'a aucun intérêt à vous laisser partir rapidement. Donc si vous ne mettez pas le rythme, il ne se passera rien. Hein. Tout dépend de vous. Donc voilà. Après, tu as sorti le mot magique. Demain, on enlève le CPF. Le bilan de compétences en France disparaît. Hein, ou sera payé par les employeurs dans des outplacements pour des cadres dirigeants. Et c'est tout. Et parce que ça répond à un manque de sens, mais quand tu regardes les raisons, il y a une étude de l'APEC qui est sortie là en début d'année, les 10 raisons pour lesquelles les personnes veulent sortir de leur boulot, le sens, il vient que 5e. Ouais. Le premier truc, c'est meilleure rémunération. Voilà, on arrive, non mais c'est des choses terre à terre, mais Ouais. tu as 55% des cadres qui veulent sortir de leur emploi avant la fin de l'année. Qui veulent. Après, Ouais. entre ceux qui veulent et Et ceux le qui le passage à font, l'action, ouais. il n'en reste pas beaucoup. Mais voilà. Mais donc le sujet, c'est qu'aujourd'hui, le CPF, c'est très bien pour ça. C'est très bien qu'ils aient mis ce petit reste à charge là de 100 balles parce que ça trie. Ça veut dire que pour les personnes qui font un million de compétences, ils auront des personnes plus motivées qui vont sortir avec un petit peu d'argent de leur poche. Et ça fera pas de mal parce que finalement, le prix fait aussi partie de la transformation. Enfin, si on ne met pas
du temps, de l'argent et de l'énergie, bah, il ne se passera rien. Donc on va rejeter la faute sur le bilan de compétences. Tu me disais, bah, les gens ne sont pas contents de leur bilan de compétences. Bah, si on ne s'y met pas dedans à fond, c'est normal. En fait, c'est pas la faute du bilan, c'est l'investissement de la personne. Et si la personne ne s'investit pas, bah voilà. Mais si on paye en CPF, bah, c'est pas vraiment son argent, donc on s'investit pas. On parle beaucoup depuis tout à l'heure de la rupture conventionnelle, Mm. c'est un peu le sujet. Mais des fois, c'est pas possible, ou Mm. c'est peut-être même pas la meilleure solution. On en parlait en off tout à l'heure. Mm. Quelles sont les autres options qui se présentent ou qui Mm. existent aujourd'hui, autres que Mm. la rupture conventionnelle? Alors, ce qu'on va chercher, nous, c'est la séparation. Après, donc en gros, séparer employeur-employé. Le but, dans la loi, il y a plein d'outils de séparation. Tu as le licenciement, tu as la démission, tu as. Comment ça s'appelle? Tu as la rupture conventionnelle, et puis tu as même des choses un peu plus. La prise d'acte, des choses comme ça. Ok. Bon, il y a plein de façons. Mais ce qui est important, c'est que nous, on va chercher la séparation. Après, l'outil de séparation, bah, en fonction de la situation, il va varier. L'important, c'est quoi? C'est d'aller récupérer ses droits au chômage et ses indemnités de départ pour l'employé. Et parfois, c'est même des choses pratico-pratiques. Tu vois, je discutais avec un ancien participant, il me dit, bah, moi, je suis réussi à te sortir avec mon ordinateur tout neuf. Bah, comme il va faire derrière du montage, il est content. Tu vois, et ça, c'est pas quelque chose qui va être négocié de manière monétaire. Donc ensuite, sur les outils de séparation, pourquoi plus licenciement? Pourquoi plus démission? Pourquoi plus rupture conventionnelle? Alors, la démission, c'est sûr qu'elle n'a pas beaucoup d'avantages. C'est-à-dire qu'à à part quelques cas spécifiques, transition pro, tu vas avoir le suivi de conjoint, tu vas avoir des trucs comme ça, vous perdez vos indemnités de départ et vous avez droit au chômage que dans les cas spécifiques. On est d'accord. Ensuite, la démission, on peut la maquiller on peut faire des démissions en transaction, mais c'est un peu plus rare parce que du coup, il n'y a pas forcément de chômage derrière. Donc voilà. Après, tu as le licenciement. Licenciement, aujourd'hui, il coûte un peu moins cher à l'employeur que la rupture conventionnelle. Mais il est plus regardé par l'inspection du travail. Et puis derrière, en cas de prud'homme, grosso modo, l'employeur, il est moins couvert. C'est-à-dire que l'employé, il peut quand même plus facilement se retourner vers l'employeur. Donc, pour l'employeur, c'est quand même pas le risque, il est plus de son côté. Enfin, on va se dire ça simplement. La rupture conventionnelle, c'est le commun accord. Ça ne veut pas dire que l'employé ne peut pas se retourner vers l'employeur derrière, mais bon, en gros, ça le protège mieux. Et petit clin d'œil aux employeurs qui pensent qu'il suffit d'avoir cette fameuse lettre de demande de rupture conventionnelle pour se dire « je suis couvert, j'aurai pas un prud'homme derrière », ça ne fonctionne pas. En discutant avec un avocat récemment, il m'a dit le seul truc qui couvre, c'est un contrat complet. Donc, il faut faire un contrat en 4 pages, paraphé, et qui prouve que là, il n'y a pas de prud'homme derrière. Donc vraiment, pour être carré, une convention de rupture conventionnelle en plus ou un contrat derrière, là c'est carré. Et donc, amis RH, arrêtez de faire signer des lettres de demande de rupture conventionnelle, ça ne sert à rien, ça ne vous couvre pas. Mais bref. Le message est passé. Voilà. Et non, mais voilà, mais petit clin d'œil, on met des petits coups de griffe comme ça. Les RH sont nos amis, on pratique, on est dans le camp d'en face. Voilà. Et donc voilà. Donc après, ce qui est intéressant, et pour faire le lien avec l'immobilier, on en parlait, dans le licenciement, on s'entend pas pour faute, hein, c'est que ça t'ouvre les droits à l'assurance perte d'emploi. Et quand on a un crédit immobilier derrière, d'avoir 12 mois son crédit immobilier pris en charge par l'assurance, ça peut faire des pépettes très importantes. Et là, pour le coup, l'employeur va avoir un intérêt parce que le forfait social est moins important, et l'employé va avoir un intérêt parce qu'il récupère son assurance perte d'emploi. Par rapport à ça, parce qu'on voit quand même que ça dépend quand même des objectifs de la personne, Oui. de ce qu'elle va chercher. On en parlait un peu en off juste avant. Moi, honnêtement, l'objectif pour moi numéro 1, c'était de toucher le Pôle emploi, c'est d'avoir cette notion-là. Et tu me disais qu'il y avait aussi la notion il y a des gens qui ont travaillé pendant 15-20 ans, qui ont cotisé, etc. Ouais. Et eux, ils veulent valoriser ça. Et c'est cette prime-là, entre guillemets, enfin, ces indemnités-là, ils vont pas quitter parce que s'ils touchent pas cette indemnité-là. Donc en fait, l'objectif est très différent en fonction des personnes. C'est une question d'enjeu, c'est une question d'ancienneté très souvent, et puis aussi c'est une question parfois de justice. Les personnes, les salariés, ils ont donné beaucoup à leur boîte et il n'y a pas eu forcément de reconnaissance, et finalement s'ils partent, c'est forcément à quelque part... En fait, pour que la brèche de la reconversion s'ouvre, il faut qu'il y ait quelque part un moment, une perte de confiance, et ils se disent « Ah, j'ai plus rien à faire ici parce qu'en fait, je suis pas à ma juste valeur. Toutes ces années de bon et loyal service, finalement, il n'y a pas de considération. » En fait, on part souvent pour un... Et ça, c'est Michel Khoury qui en parle beaucoup sur LinkedIn, là, qu'on avait vu il y a quelques mois. Et il dit, voilà, on part souvent à cause d'un mauvais manager.
Et c'est très souvent le cas. Il y a un ressentiment qui se crée. Alors ça, c'est plus féminin quand même. Nous, on le voit beaucoup. Ok. Il y a un ressentiment qui se crée. Et là, après, hop, le champ des possibles s'ouvre. Alors, il y a eu la période Covid, bien évidemment. Tout le monde s'est retrouvé à la maison. Là, on se dit, ah non, mais qu'est-ce que je fais là? Et donc, grosse période de remise en question. Voilà. Pour les femmes, il y a les grossesses, parce que ça permet de se mettre en retrait du monde, les priorités changent et se disent, derrière, c'est l'occasion en fait de revoir sa vie professionnelle. Mais voilà, tu as ces sujets-là. Après, bien entendu que c'est une question d'enjeu, je disais, donc les indemnités, en fait, quand on a 15 ans d'ancienneté et que, je sais pas, on gagne 3 000 euros par mois, on va peut-être chercher, tu vois, 15 000, 20 000, 30 000 ou plus, parce qu'il y a le supralégal. Et là, il n'y a pas de maximum. Le but étant, et là, nous, on le travaille dans un deuxième temps dans le parcours, une fois qu'on a atteint ce qu'on appelle, nous, le point de bascule, c'est-à-dire le point de bascule, c'est-à-dire on est d'accord pour se séparer. Maintenant, on va chercher le maximum de ce qu'ils peuvent nous donner, ce qu'on appelait le point de rupture. Donc on pousse l'employeur à voir, sans le dépouiller, tu vois, mais l'idée c'est de se dire, s'il peut me donner 50 et ce que je pars avec 25, c'est quand même très con. Et parfois, donc on a des leviers qui peuvent être très importants, et donc on va chercher le maximum de ce qu'ils peuvent nous donner, et donc ce point de rupture-là. Et donc, quand on veut aller chercher juste le pôle emploi, finalement, le suivi de conjoint, transition pro, même si bon... Transition pro, il suffit d'aller voir les commentaires sur Google, sur Google Review. Tu regardes en dessous, tu dis, en fait, si vous avez un bac plus 2, 3, 4, 5, c'est mort. En gros, c'est mort. Sauf si vous répondez à des quotas bizarres dans une région bizarre qui va faire que ça passe, mais franchement, ça vous laisse 5% de réussite, quoi. Alors qu'avec la rupture conventionnelle, vous prenez votre destin en main, vous sortez par la grande porte, parce que ce que nous, on voit, et ça, c'est un truc qui est contre-intuitif, c'est que d'aller chercher la résistance de l'employeur, de se dire, ok, il va pas nous la laisser facilement, mais en sortant, on sort la tête haute, on se tape dans la main et on se dit, ok, on sort avec la crédibilité. Et ça, c'est vraiment un truc, finalement, c'est un peu la poignée de main, on se dit, bien joué et tout. Et le jour où on veut retravailler avec son ancien employeur, si on a démissionné, ils se disent, en fait, il a laissé tomber l'affaire. Il n'est pas... voilà, et puis on en parlait avec un DRH là, d'un groupe qui a plus de 30 000 personnes, et il me dit, mais en fait, un mec qui vient jusqu'à moi, qui a le cran de monter jusqu'à moi, et qui dit, il faut qu'on se sépare parce que... En fait, moi, je vais lui donner. Mais je vais pas lui rendre la tâche facile. Et puis, voilà, on va faire traîner les choses. Mais en tout cas, il y a aussi cette notion de se dire, j'ai un peu mon glaive en bois du gladiateur. Tu as le droit d'être libre, quoi. T'es plus un esclave de ton ancien employeur. Et du coup, ce qui permet souvent, c'est quand on se met à son compte, son premier client, c'est qui? C'est son ancien employeur. Alors, pas toujours quand on fait des reconversions radicales, mais grosso modo, ça permet de rester en bon terme. Ça permet derrière d'avoir son premier client. Nous, ça nous arrive très souvent que nos anciens participants travaillent avec leur ancien employeur, et ça se fait en fait en bonne intelligence. Et il se dit, je l'aide un peu pour qu'il monte sa boîte et acheter les premiers trucs pour qu'on puisse bosser ensemble en freelance et tout. Ouais, ça permet de créer un vrai point de rupture et pas un truc qui s'effiloche avec le temps. Si on revient un peu sur le process, justement, pour les gens qui nous écoutent ou nous regardent, est-ce que tu peux nous décrire justement ce process? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie un courrier? Est-ce qu'il y a un recommandé? Comment ça se passe et comment justement comment se déroule ce procédé de la rupture conventionnelle? Ok. Bon, alors le courrier, pareil, ça c'est un truc qu'on voit très souvent. On se dit, tiens, il suffit d'envoyer un courrier, super. Et puis j'attends la réponse. Déjà, ils sont même pas obligés de répondre. Donc faut se rappeler la chose. Et moi, je me souviens d'une nana qui nous avait contacté. Je sais plus, elle s'appelait Sylvia ou quelque chose comme ça. Et elle nous dit, non, mais j'ai envoyé mon courrier, l'ARH me dit c'est tout bon, c'est calé. Donc là, elle envoie le courrier, tu vois, elle est contente. Elle me dit, il suffit juste d'envoyer le fameux courrier dont je parlais tout à l'heure. Et accusé de réception, tout le monde est content. Et là, pas de réponse. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, elle se dit, bon, elle est peut-être partie en vacances et tout. Elle va la voir, elle dit, non, je vois pas de quoi tu veux parler, rupture conventionnelle. Non, nous on n'en fait pas. Voilà, refus. Donc en gros, et là, elle lui fait comprendre que, oui, donc c'est toi qui veux partir. Donc là, Sylvia, pas très contente, tu vois, elle dit, merde, donc là, refus. Donc elle dit, j'ai suffi de redemander. Non, toujours. Là, refus ferme et définitif, écrit. Donc ok. Et là, elle est coincée, parce que là, il faut bien se rappeler que là, c'est échec et mat, parce que ce qui se passe, c'est que là, ils ont un refus, ils ont la demande écrite.
de la personne avec accusé de réception. Donc ça veut dire je veux partir. Tout ce qu'il ne faut pas faire, en gros. Si on dit je veux partir. Alors, le truc, c'est que si vous faites ça, vous y allez à pile ou face. Si vous dites je veux partir et que l'employeur dit oui, ça veut dire qu'en gros, il avait prévu se séparer de c'était vous. déjà Et prêt. donc, ça lui mâche le travail. Et donc, quelque part, vous laissez énormément d'argent sur la table parce que il avait prévu un budget, peut-être contentieux, peut-être autre truc. Donc je reprends l'histoire de Sylvia. Donc là, elle se prend un refus. Et là, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais voir les syndicats pour gueuler, machin. CSE. Il dit, mais de toute façon, l'employeur, il n'est pas obligé de te le donner. Donc si t'es pas contente, c'est comme ça. Tu n'as qu'à démissionner. Il dit, je vais prendre un avocat. Mais l'avocat, il dit, non, vous avez demandé, vous avez un refus. Même si on va au prud'homme, ça ne marchera pas, en fait. Parce que c'est vous qui voulez partir. Et la rupture conventionnelle, c'est un commun accord. Donc, vous ne pouvez pas contraindre votre employeur de partir. Donc, elle est coincée. Et devant les prud'hommes, l'employeur, il pourra dire quoi? Il pourra dire, simplement, mais vous voyez, Sylvia, elle est de mauvaise foi parce que, en fait, sa colère, là, son mécontentement, il est dû au fait qu'elle a pris un refus de sa rupture conventionnelle. Alors qu'à l'origine, la RH lui avait dit, OK, banco, on se sépare. Et donc là, Sylvia, ce qui se passe, c'est que la RH l'a collée au mur. Et, il ne reste plus qu'une option, deux options. Soit elle reste, elle est au placard parce qu'en gros, une personne qui a demandé à partir, on ne la fait plus monter, c'est terminé, il ne se passera plus rien, parce qu'on sait qu'ils sont tangents. Et soit, elle n'a plus qu'à poser sa DEM et elle n'a rien. C'est-à-dire, elle n'a pas de filet de sécurité de l'assurance chômage et elle n'a pas d'indemnité. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le gros risque de faites des courriers, machin. Et souvent, c'est marrant parce que moi, j'ai des RH qui m'appellent, qui veulent partir. J'ai des mecs qui travaillent au CSE qui veulent partir. Et ils savent que, en fait, si on fait ça, on est mort. Ouais. Mais quand eux, on vient les voir, ils disent non, comme ça. Fais-moi quoi, Voilà. ouais. Parce que ça mâche le travail des RH. Une fois qu'on a fait cette erreur classique, fatale, c'est mais terminé. ça, déjà, c'est important de le dire. C'est qu'à partir du moment où tu as fait un courrier et que tu as un refus officiel, finalement, tu as bloqué complètement le circuit, tu as bloqué le système et tu n'as aucun moyen d'aller contre ça. Donc, déjà, c'est Donc, comment on fait finalement? Alors, on va chercher l'accord de principe. Pour avoir cet accord de principe de l'employeur, il va falloir s'assurer de cet accord de principe. Tu vois, je ne peux pas juste dire, OK, comme tout à l'heure, banco, envoie-moi ton courrier. Parce que c'est ça qui se passe. À un moment, il y a forcément ce passage où on va faire un peu ce saut dans le vide et on va envoyer une demande, soit par mail, soit par, on disait tout à l'heure, convention et tout. Mais voilà, donc pour aller vers cet accord de principe, il faut respecter un processus. Je disais tout à l'heure, on veut partir, l'employeur, lui, il n'a pas d'intérêt, il va nous dire, si tu veux partir, la porte est grande ouverte, ou si t'es pas content, t'as qu'à démissionner, un truc qu'on entend, ou c'est pas la politique de la boîte, bref. J'en passe et des meilleurs. Et donc, il faut se préparer. D'abord, se préparer. Parce que dans cette demande de rupture conventionnelle, surtout dans des grandes structures, on va parler avec beaucoup de personnes différentes, et le but étant d'aller chercher le décisionnaire, d'accord ? Donc on va parler peut-être avec son chef, peut-être avec les RH, peut-être avec d'autres personnes, parce qu'à un moment on va se mettre à chercher du boulot en interne, peut-être on va parler aussi avec le chef de son chef, le N+1, N+2, N+3, et on monte les échelons comme ça. Et donc ça nécessite d'avoir une stratégie, parce que en fait il va y avoir des périodes de doute, il faut se rappeler que la temporalité d'une entreprise n'est pas la même que celle d'un salarié. Le salarié, lui, finalement... il veut les choses vite. Il se dit, si dans un mois c'est plié, c'est bien. L'entreprise se dit, si à la fin de l'année c'est plié, c'est bien. Donc forcément, ça crée... en fait, on va montrer de l'empressement comme salarié. Donc il ne faut pas montrer de l'empressement. Il faut savoir ce qu'on dit. Il faut savoir débriefer les entretiens qu'on a eus. Nous, on fait un gros travail de débrief, de compte-rendu, d'analyse des mots. Parce que ça se joue en fait sur des détails. On peut croire que... Parce que... tu pourrais prendre notre script, ça marche parfois. On a des participants qui sont très feignants, qui prennent notre script et qui le lisent brut. Ouais. Mais si on ne fait pas ce travail entre les éléments de langage d'un côté et le script, et du coup faire cette symbiose et l'entraînement derrière, les jeux de rôle, les machins, en fait, ça sonne faux. Et quand ça sonne faux, les personnes en face, elles le voient. Nous, on ne va pas demander à nos participants de jouer un rôle, ils vont être eux-mêmes. Il y a des mecs qui chialent, il y en a qui tapent sur la table, comme moi, qui pour faire plaisir à ton équipe. Donc voilà, mais... On va pas faire semblant. Le truc, c'est qu'il faut avoir une stratégie, donc on a appelé une stratégie de négociation asymétrique, comme je te disais. C'est toujours l'employeur, c'est-à-dire personne morale qui est au-dessus de l'employé, personne physique, et on ne pourra rien faire on ne sera jamais au-dessus. On pourra à la limite rééquilibrer, se rapprocher du zéro, tu vois, mais on ne pourra pas faire en sorte que l'employé, sauf on a des petites histoires, mais ça arrive parfois qu'on ait des histoires un peu financières, un peu de fesses, des choses comme ça, et ces leviers-là, mais ça, nous on ne prend pas ces sujets-là parce que les personnes, elles ont
Histoire de qui a couché avec la femme du patron, tu vois. Des trucs comme Oui, ça. oui, J'ai eu des histoires comme ça. tu dois en voir dans les négociations et dans les procédés. Euh, Aujourd'hui, moi, ce que je ressors vraiment de Mm. cet entretien, c'est ce côté préparation Mm. et motivation. Mm. C'est-à-dire qu'il faut une vraie préparation. C'est-à-dire on ne fait pas sur un coup de tête. C'est pas je me suis levé un matin, le patron, c'est un con. Donc j'y vais, je lui demande ma rupture conventionnelle. Grande chance de se faire planter à ce moment-là. Ou de l'autre côté, si on y va un peu sans avoir un vrai but et une vraie Mm. motivation, Ouais. avec un vrai point d'objectif, que ce soit financière, que ce soit métier, que ce soit quelle qu'elle soit, j'ai l'impression que c'est voué, quoi qu'il arrive, à l'échec. Mm. Aujourd'hui, dans ce côté préparation, accompagnement, etc., comment vous fonctionnez? Vous Mm. fonctionnez par rapport à Est-ce qu'il y a une notion forfaitaire? Est-ce que c'est un pourcentage? Comment vous fonctionnez par rapport à Mm. cet accompagnement et justement tout ce côté coaching? Parce que vous êtes des coachs finalement sur cette voie-là. Alors nous, on a vraiment une vision un peu comme un entraînement sportif, tu vois. Voilà, l'échéance, c'est la rupture conventionnelle, Ce qui me parle beaucoup, ouais. comme un marathon, tu vois, un peu Ouais. l'idée, on se prépare comme ça. Et, euh, et on y va étape par étape, d'accord? On prend les gens, on les prend, tu vois, on est avec eux jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que oui, il y a un pourcentage, oui, il y a un forfait. Comme ça, vous savez que on fait la préparation. De l'autre côté, on ne vous lâchera pas jusqu'à ce que vous soyez sortis, parce que si nous, on a notre intérêt à gagner là-dedans. Oui. Si vous voulez en savoir plus, prenez rendez-vous avec nous et puis on verra si on peut vous aider. Mm. Maintenant, donc, étape par étape, l'idée, elle est simple, c'est d'aller chercher cette rupture conventionnelle, pas plus. On va pas se faire des montagnes. Moi, je préfère une personne qui s'entraîne tous les jours un petit peu qui fasse des gros coups de bourre et qui soit pas présente pendant 3 semaines et tout. Donc, régularité. Donc, nous, on a un contact régulier avec nos participants. Donc, dans un premier temps, ils ont accès au parcours. Okay, là, on leur donne notre stratégie de négociation. Ensuite, on leur donne tous les éléments de A à Z, comment et quoi faire pour négocier. C'est-à-dire que là, on va voir, par exemple, les arguments, donc ce qu'on disait par rapport au script, aussi les objections, donc les parades aux objections. Hein. Qu'est-ce que tu réponds si je te dis, c'était pas content, la porte est grande ouverte, tu vois, des choses comme ça. Ouais. On va voir la posture. Donc, tout ce qu'il faut de A à Z, comment et quoi faire pour négocier, ça, c'est la première partie, c'est le parcours. Et ça, il faut se l'approprier. Je veux dire, comme à l'école, c'est le cours, il faut le savoir. Et là-dessus, tu rejoins ton côté commercial quand même, que tu as appris et finalement ce que tu as dû apprendre à l'école de commerce, etc. Enfin, les objections, comment y répondre, la posture, etc. Enfin, là, pour le coup, vous avez reconnecté des choses que vous aviez avant. Parce qu'à la fin, c'est quand même une vente. L'employeur, il doit sortir le chéquier. Hein. Ouais. Et pour un truc pour lequel, par rapport à une vente, il ne veut pas. Il faut quand même l'amener à la table des négociations. Donc, tout notre parcours, l'objectif de notre parcours, c'est d'amener l'employeur à la table des négociations. Ça, c'est souvent le plus difficile. Il faut qu'il trouve son intérêt. Et ce n'est pas à l'employé de se justifier ou de lui expliquer. C'est-à-dire que nous, on fait de la dialectique, on fait de la maïotique. D'accord ? Donc, la dialectique, c'est par les contradictions. La maïotique, c'est un peu comme un accouchement. Tu vois, il faut que l'employeur, il accouche de dire « Ah ouais, en fait, là, Julien... faudrait que tu nous quittes, tu vois. Mais si vous prenez les choses à l'envers et dire je veux partir, ça marchera pas. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que on a une partie pilotage, je dirais, avec des ateliers, voilà, plusieurs fois par semaine, en groupe et en solo, comme je te disais. Comme ça, on est sûr que les personnes ne soient jamais bloquées et qu'elles avancent toujours dans la bonne direction. Donc nous, on est là aussi pour les remonter et faire en sorte qu'elles aient le niveau de préparation et le niveau d'entraînement aussi. Parce que c'est bien que leur préparation, elle est terminée. On est en première phase, OK, le script est OK, la stratégie, elle est connue, on sait ce qu'on doit faire. Mais après, en fonction de ce qui se passe, qu'est-ce que je fais ensuite? Et comme ça, on est sûr que, tu vois, tout se passe bien et que finalement, jusqu'au bout, elles sachent que... on est avec elle. Ça, c'est très important de sentir que c'est à la fois... Je ne sais pas si on est coach, en fait. On accompagne les gens. On est déjà passé par là. On a travaillé avec plus de 250 personnes qui sont passées par là. Donc, vous avez de l'expérience. Et souvent, on se dit, je vais voir un ami qui l'a déjà fait ou je vais voir une RH qui l'a déjà fait. Mais le truc, c'est que le niveau d'expérience, il va être forcément faible parce qu'au pire, ils en ont négocié une ou deux, dont une qui a été plus ou moins donnée par l'employeur. Alors, il y a aussi un autre truc. C'est que j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent et me disent mais l'employeur me propose une rupture conventionnelle. C'est contre-intuitif, mais c'est pas parce que l'employeur propose la rupture qu'on va prendre le maximum. Parfois même bien au contraire. Parce qu'en fait, à partir du moment où il décide de proposer la rupture, l'employeur, c'est qu'il se dit en gros, il s'est fait de sa fourchette, ça va me coûter entre, 10 et 15. Ouais. Et on ne pourra pas aller chercher plus de 15. Parce qu'en gros, si on veut plus, en gros, il dit stop, moi je fais pas la rupture. Alors que quand on est dans une négociation ce qu'on disait tout à l'heure, asymétrique,
on provoque son départ, l'employeur se fait à l'idée, il se dit ah ok, bon j'ai un intérêt à me séparer de cette personne-là. Et ben là, il va se dire ok, lui il regarde le pour et le contre et il y a de l'humain qui rentre en jeu, il y a de la diplomatie et nous si tu veux, on va avoir 3 valeurs. On va avoir la discrétion, très important, ne pas ébruiter le truc. Donc, au pire, on donne un os à ronger à ses collègues ou qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu vois le boss tout le temps comme ça et tout? Ok, voilà. Donc, la confidentialité et la discrétion, c'est très important. Comme on disait, et c'est pour ça que je suis avec toi aujourd'hui, c'est la liberté de choisir son avenir professionnel, parce qu'on se rend compte qu'en ayant négocié son départ, ça permet de se projeter sereinement sur la suite. Et puis après, tu vas avoir la diplomatie. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour, tu vois, on va chercher en bon terme avec l'employeur, on n'est pas là pour dépouiller pour l'employeur, on n'est pas chasseur de primes. Et les personnes disent, ouais, j'ai déjà 25 000, je veux 50. Ils m'appellent et tout. En fait, pourquoi pourquoi pas? Si le mec il me dit, il m'explique pourquoi et que c'est bien argumenté et tout, mais moi je lui dis, mais en fait, prends ce que tu as, pars, mais pourquoi tu veux dépouiller ton employeur? Et là, on va avoir sur des ressorts psychologiques de dire, il m'a fait ça, et on va sur des vieilles histoires et tout, et donc tu vas retrouver du ressentiment encore, et donc tu vas les faire cracher. Nous, les personnes qui veulent faire cracher l'employeur, désolé, circuler, on va pas, on Ouais, va pas les aider, tu vois. l'objectif est vraiment Ouais. de trouver un compromis. Et justement, tu en parlais tout à l'heure, c'est de trouver ce point de rupture Mm. qui est finalement à l'équilibre pour tout le monde, où tu personne qui se sent lésé, Mm. que ce soit financièrement ou psychologiquement, Ouais. professionnellement, qu'il y ait vraiment ce point-là. Le process, tu voulais savoir. Donc le process en 5 points. Ok. Premier point, c'est le point de départ, c'est la préparation. On est sûr que la personne elle est apte Mm. à avoir ses premiers rendez-vous avec son employeur, tout est carré. Ok. Deuxième point, c'est le mot rupture est lâché. On en a parlé parmi d'autres, tu vois. Ok. L'évocation de ça. Mais il y a d'autres choses. Ça peut être mobilité interne, ça peut être mutation ou autre. On fait des choses. Bon, ok. Troisième point, c'est ce fameux point de bascule. On a dit, ok, on est d'accord pour se séparer. Quatrième point, le point de rupture, on va chercher le maximum de ce qu'ils peuvent nous donner. Et le dernier point qu'on a appelé point final, c'est sûr que ils ne la fassent pas à l'envers là. Comme je disais tout à l'heure avec l'histoire de Sylvia, c'est être sûr que on a bien bouclé, on a bien verrouillé, que tout est carré administrativement. Et tu vois, on fait revoir la documentation. Comme ça, on est sûr que en fait, les personnes, ce que l'employeur a demandé, ce que le salarié a envoyé, c'est carré, tu vois. Et comme ça, on est sûr qu'ils sortent en bon terme et dans le temps imparti. Parce que parfois, tu as des employeurs qui sont un peu filous ou qui veulent te payer, mais en échelonnant la trésorerie. Mais on peut comprendre, enfin, tu vois, que parfois, on a des personnes qui sortent avec plus de 100 000 balles. Donc tu dis, faut les sortir, tu vois, sur des boîtes sur lesquelles... Le problème, c'est que les boîtes en France, elles provisionnent pas ça. Et si on provisionnait, finalement, tu provisionnes 3% de ta masse salariale tous les ans, en fait, tu pourras donner des clauses de parachute à tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, plutôt que d'aller faire du Great Place to Work, machin, tu mets une petite clause de parachute avec un, comment ça s'appelle, un préavis rallongé dans le contrat de travail à l'origine, en disant, moi, ok, le jour où tu veux partir, tu tires la cloche. Par contre, ton préavis, c'est pas 3 mois, c'est 9 mois. Comme ça me laisse le temps de retrouver quelqu'un. Toi, tu fais la passation, c'est carré, tu toucheras tant. Là, pour le coup, il faut des grilles. Parce que sur les salaires, il y a des grilles, tu vois. Mm. Là, il y a du monde. Mais par contre, sur les négociations de départ, t'attends plus personne. Tu mets les choses carrées, on se dit à l'avance les choses, comme on fait avec les cadres dirigeants. Et eux, t'inquiète que le parachute doré, c'est déjà fait d'avance. Ouais. Pourquoi on le fait pas pour des managers, des responsables, des cadres, tu vois, à des niveaux inférieurs? Ça rendrait l'environnement de travail beaucoup plus apaisé. Et d'ailleurs, tu vois, on parlait avec des entreprises américaines pour les severance, tu vois, ils appellent ça severance package ou exit package là-bas. Ils disaient, nous, voilà, si tu es à tel ou tel niveau de responsabilité, c'est 3 mois. Tu prends 3 mois de salaire et puis Oui, il y voilà. a déjà des règles Et préétablies. c'est carré. Comme ça, au moins, le jour où il veut partir, c'est comme ça, simple. Ça évite tout ce tabou, ça évite... Bon, voilà. Mais bon, on sait que les RH et la finance ne s'entendent pas très bien dans les boîtes. Ouais. Et là, je vais t'emmener sur quelque chose, justement. C'est que, on l'a bien compris, tu es très côté salarié. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné à aller de l'autre côté? Puisque dans une négociation, il y a forcément deux éléments. Il y a l'employé et il y a l'employeur. Que ce soit dans la négociation, puisque tu as des techniques de négociation vis-à-vis de l'employé, etc., dans la manière de présenter les choses. Est-ce que vous avez réfléchi ou positionné, vous, et là potentiellement en tant qu'entrepreneur aussi, de vous dire, est-ce qu'on ne met pas un format en place pour un type d'entreprise ou un type de société pour les accompagner? Alors, nous, on fait qu'une chose et on le fait bien. On s'occupe que des salariés. Maintenant, on a déjà eu des employeurs qui nous ont contactés.
évidemment pas des grosses entreprises avec des armées de juristes et de Mm. RH, mais des petites boîtes où tu vas avoir Fait- 4-5 personnes. Un mec qui a 15-20 ans d'ancienneté, qui gagne, je sais pas, 2005-3000. En fait, au niveau trésor, ils l'ont pas. Mm. Et là, c'est chaud. Ouais. Et là, c'est chaud. Et là, le rapport de force, il est un peu OK. En fait, il suffit de refuser. Mais après, la personne, elle va commencer à faire des arrêts, à compliquer les choses. Et puis à être un peu la brebis galeuse. Parce que ce qu'on voit côté employeur, c'est qu'une fois que la personne est partie, et, euh, et d'ailleurs, je renvoie au podcast de Pauline Legnaud là-dessus, qui expliquait très bien ça. Elle dit que c'est un vrai ouf de soulagement pour des petites équipes où on dit, en fait, cette personne, ça marche plus, c'est plus fonctionnel, elle est partie, et ça remet une dynamique dans la boîte, et Ouais. sur des petites structures, ça pourrait avoir son intérêt d'être côté employeur. Mais nous, voilà, on fait que côté salarié, on fait qu'une chose et qu'on le fait. Et on le fait bien, on n'est pas dans la diversification, on a suffisamment à faire, il y a 21 millions de salariés en France, il y a 5 millions de cadres, on est deux, Amalric et moi, ça suffit. Et justement, là, je vais parler à l'entrepreneur que j'ai en face de moi. Quelle optique, comment tu vois le développement justement, aujourd'hui, tu le disais, vous avez accompagné plus de 250 personnes. Comment aller finalement plus loin Est-ce que c'est par le biais de l'accompagnement, continuer, recruter des gens avec vous Est-ce que c'est par le biais de la formation, de créer des formations justement pour aider les gens à ce premier step de préparer Est-ce que vous avez déjà une vision, là pour le coup plus entrepreneuriale, vision là-dessus et sur quoi vous aimeriez aller? Alors nous, bon, on va être très clair, le but ça va être de monter notre Dream Team là dans l'année pour que du coup on étoffe un peu l'équipe, parce que là on fait tout, mais c'est super parce que c'est le moment de nous rejoindre, vous nous aurez en direct, pas de coach, de coach, de coach. C'est le bon moment. Et ouais, non, mais le sujet c'est vraiment de se dire, ok, croître c'est bien, mais nous l'important c'est que nos clients ils aient des résultats, et qu'ils sortent avec le maximum et l'objectif qu'ils se sont fixés. Donc ça, c'est le truc le plus important. Donc ça, c'est notre objectif, de garder cette excellence opérationnelle. On ne veut pas laisser des gens sur le bas-côté le temps de la croissance. Maintenant, notre défi actuel, ça reste quand même l'obscurité. C'est-à-dire que qui sait que notre service existe, tu vois? Tu te dis, ah ouais, waouh. Ouais, quand on dit, ça paraît logique. Mais bon. Et ça, c'est un truc que j'aimerais dire à toutes les personnes qui veulent devenir entrepreneurs, futurs entrepreneurs. Arrêtez de penser à l'idée du siècle. Parce que en pensant à ça, ils se mettent une montagne, ils veulent aller chercher le truc qui n'a pas été fait, ou alors, j'ai déjà un concurrent qui est en train de se monter, donc il faut se dépêcher. Il y a déjà une pression avant même de démarrer. Il suffit de faire les choses qu'on fait bien. Nous, ce qu'on on le fait bien. C'est pas non plus l'idée du siècle. C'est quelque chose qui existait avant même la rupture conventionnelle, qui existera peut-être si la rupture conventionnelle un jour disparaît, parce que employeur et employé devront toujours se séparer. C'est comme un divorce, c'est divorce professionnel. Du coup, d'où le rebranding rupture pro, rupture professionnelle. Et voilà. Donc nous, voilà, consolider une Dream Team sur la partie commerciale, certes, sur la partie produit aussi, mais la partie produit, je pense que ça, c'est vraiment notre marque de fabrique. Donc, tant qu'on n'est pas sûr qu'on peut déléguer ça et tout, on ne fera pas de coach, ouais. Qu'on soit bien clair. Et après, voilà, sortir de cette obscurité progressivement. Mais d'abord, on est bien, grandir sous les radars, c'est très bien. J'ai une dernière question. Souvent, je demande à mes invités s'ils ont une reconversion réussie. Bien évidemment, je ne vais pas te demander ça, mais par contre, je vais te poser la question de savoir si tu avais un conseil, justement, à quelqu'un qui aujourd'hui est dans sa société et ne savait pas, parce que ça existe, des gens qui ne savent pas comment s'y prendre et qui ne savent pas que la rupture conventionnelle peut être provoquée et que c'est obligatoirement l'employeur qui doit leur demander ou des choses comme ça. Quel conseil tu leur donnerais justement, juste pour initier, au-delà de te contacter, on mettra toutes les informations en dessous. Quel petit conseil tu pourrais donner justement sur ce point de départ et ce moment de déclic à toi de jouer? Non, être simple, le truc c'est qu'il ne faut pas vous fixer sur la rupture conventionnelle. Oui, c'est l'objectif. Mais on va être souvent dans avancer masqué. Larvatus prodeo, comme on dit en latin. Le but, ça va être de dire, ok, on avance jusqu'à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est quoi? C'est d'être prêt. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je sais ce que je dois dire? Est-ce que je sais quoi répondre? Ok. La prochaine étape, c'est quoi? Il faut qu'on évoque la séparation, mais ça ne doit pas venir de moi. Donc, il faut peut-être qu'on fasse un point ensemble déjà sur ma situation. Ce qui va pas, tu vois. Des choses comme ça. Déjà, dans un premier temps, se fixer des objectifs, des petits objectifs atteignables à court terme. Voir telle ou telle personne. Et se dire que la rupture conventionnelle, elle viendra en son temps. Et nous, on le voit de plus en plus dans notre parcours. Tu vois, c'est un peu comme la fin là, dans Truman Show,
où il est sur son bateau, il navigue, et il n'en voit pas le bout, tu vois. Et à un moment, il traverse le voile là, du studio. Et ben, c'est exactement pareil pour la rupture conventionnelle. Parfois, on est très surpris, ça tombe au bout de 2 semaines, et parfois, ça va tomber au bout de 5 mois. On ne peut pas savoir où est-ce qu'elle se situe. Mais il faut continuer d'avancer. Sans vous, il ne se passera rien. Merci beaucoup François pour tout ce partage et toutes ces informations. Bien évidemment, on mettra toutes les informations en dessous pour les gens qui ont besoin d'être accompagnés et qui ont besoin d'avoir plus d'informations. En tout cas, merci et je te dis à très vite. Merci Julien de m'avoir reçu aujourd'hui. Avec plaisir. C'est la fin de cet épisode d'Objectif Reconversion. J'espère que cet échange avec François Roche t'aura permis de tout savoir sur la rupture conventionnelle. Pour ne pas manquer le prochain épisode, abonne-toi à mon podcast sur tes plateformes préférées. N'hésite pas à liker, commenter et partager sur tes réseaux. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. Très sympathique, très naturel, on n'a pas vu le temps passer, même Julien n'a pas pu timer parfaitement le podcast, donc vraiment très agréable.